de nous rejoindre dans ce deuxième numéro consacré à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est née, vous le savez, le 20 mars 1970 et il totalise au jour d'aujourd'hui 54 ans d'existence. Aujourd'hui, donc, dans ces spéciales francophonie, nous allons aborder les questions liées à l'environnement, à la culture et même aux aspects linguistiques, donc la République démocratique du Congo face aux enjeux environnementaux, culturels et même linguistiques, parce que la francophonie, c'est un espace de dialogue culturel, un espace de coopération économique, culturelle et même linguistique. Et pour en parler, j'ai invité pour vous d'éminents professeurs. Ils se feront accompagner par les délégués généraux à la francophonie. Je commence par le professeur Camille Sessep. Il est professeur émérite des universités. Il est notre invité et nous allons parler avec lui des aspects culturels, des aspects linguistiques liés à la francophonie. Juste à sa droite, nous avons approché le professeur ordinaire Albert Kabasele Yenga Wa Yenga. Il est expert du climat, expert aux Nations Unies. Bienvenue, professeur Albert. Merci beaucoup. C'est un homme à ne plus présenter en République démocratique du Congo. Partout on parle environnement. Il est toujours présent. Et à ses côtés, nous avons associé également aujourd'hui les délégués généraux à la francophonie. Il s'agit de M. Mabiala Maumba. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Merci à vous. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui totalise ce 20 mars 2024, 54 ans d'existence. Hier, vous l'avez dit, que c'est au Niger, à Niamey précisément, qu'est née cette organisation. Elle est constituée de combien d'institutions comme ça? Oui, en fait, quand on parle de la francophonie, on dit francophonie institutionnelle. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en est le pivot. C'est d'ailleurs la structure la plus connue. Mais à côté de l'OIF, il y a d'autres institutions qui font partie de la francophonie. Il y a d'abord l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui réunit les parlements des États membres de la francophonie. Et la RDC a ses délégués. Et absolument. La RDC fait partie de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. D'ailleurs, à un certain moment, la RDC a assuré la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est un espace de coopération parlementaire, de diplomatie parlementaire. Donc, c'est très, très important. Et là, la dimension politique s'est fait valoir lors des échanges. Bien sûr. Vous savez, c'est là aussi où on discute, entre autres, du respect des droits et libertés, de la démocratie, des élections, ainsi de suite. Donc, c'est une structure extrêmement importante au sein de la francophonie. La deuxième structure, la deuxième institution, c'est l'Agence universitaire de la francophonie. AUF. AUF, qui regroupe à l'heure actuelle plus de 900 universités à travers le monde. Et je vous coupe pas, je pense que donc l'organisation reste la même au jour d'aujourd'hui. Il y a 13 administrateurs au sein de l'AIF. Oui, il y a plusieurs administrateurs qui représentent différentes zones géographiques et qui œuvrent pour la coopération universitaire, qui encourage la recherche au sein de l'espace francophone, qui facilite l'échange des professeurs et des étudiants au sein de l'espace francophone. Et je signale en passant que le siège de l'Agence universitaire de la francophonie se trouve à Montréal, au Canada. Et la RDC a ses représentants, ses administrateurs, ses délégués. Oui, bien sûr. Vous aurez l'occasion de recevoir, je crois, une des administratrices de l'agence universitaire congolaise, de l'agence universitaire de la francophonie. Vous voulez parler de Madame Moukeni? Exactement. Voilà. Alors, à part elle, il y a aussi le recteur de l'université de Lubumbashi, oui, bien sûr, le professeur ordinaire Gilbert Fitoula, qui est parmi les administrateurs. Exactement. Alors, à part donc l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'agence universitaire de la francophonie, mais il y a aussi une structure, institution spécialisée en matière de coopération locale,
c'est l'Association internationale des maires francophones. Donc toutes ces communes, tous les territoires, ils forment une association qui œuvre pour la promotion de la coopération décentralisée en quelque sorte. Donc il y a par exemple, c'est là que cette institution favorise par exemple la coopération entre plusieurs villes, par exemple entre Paris et Kinshasa, et là on parle de jumelage. Par exemple, il y a des jumelages, mais pas seulement des jumelages. Il y a des activités, il y a des projets conjoints qui se réalisent au sein de cette structure qui s'appelle Association internationale des maires francophones. Et puis il y a TV5. TV5 Monde, les gens ne savent pas très bien que TV5 Monde, c'est une institution qui a été créée par la francophonie, par le sommet des chefs d'État, qui justement pour faciliter l'échange d'informations au sein de l'espace francophone. Et enfin, il y a aussi l'université Senghor d'Alexandrie, qui est basée à Alexandrie en Égypte, qui a été créée spécialement pour former des cadres de l'espace francophone. De l'espace francophone, avec une spécialité en termes de management et sur les questions du développement durable. C'est une université qui se spécialise dans ces deux secteurs, mais évidemment, il y a d'autres disciplines. Je m'imagine qu'il y a des facilités pour les étudiants des pays membres de l'OIF. Absolument. Très récemment, par exemple, j'ai fait circuler une annonce qui faisait part aux Congolais, aux jeunes Congolais. L'université, il y avait, oui, non seulement il y avait des cours gratuits que l'université Senghor était sur le point d'organiser en Côte d'Ivoire et à Alexandrie, en Égypte. Monsieur Mabiala, je pense que vous devez renforcer la communication parce que nous, à la RTNC, on n'a pas su, parce qu'on aurait pu relayer l'information. Il y aura d'autres opportunités de toute façon, parce que cette université, justement, a été créée pour faciliter la formation des cadres au sein de l'espace francophone, avec une emphase particulière pour l'Afrique francophone. Et enfin, je termine avec ce qu'on appelle les conférences ministérielles permanentes, qui sont devenues pratiquement des institutions. C'est la conférence des ministres de l'éducation de l'espace francophone, ce qu'on appelle Confemen. Donc c'est devenu vraiment une institution qui c'est pour favoriser, faciliter la coopération entre États francophones en matière d'éducation. Et enfin, la CONFEJES, la conférence des ministres et des sports de la jeunesse, qui, elle, a pour rôle justement de favoriser la concertation et la coopération sur tout ce qui concerne la jeunesse et le sport au sein de l'espace francophone. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas... Merci pour la synthèse, parce qu'il y a beaucoup à dire et à redire au sujet des institutions de la francophonie. Alors, juste pour préciser, vous voyez, il y a plusieurs institutions autour de l'OIF. Et c'est pourquoi on dit d'ailleurs, quand on parle de Madame la secrétaire générale ou de Monsieur le secrétaire général, on ne dit pas secrétaire général de l'OIF, on dit secrétaire général de la francophonie. Merci beaucoup pour ces détails. C'est retenu, hein, secrétaire général de la francophonie. Une émission à valeur en même temps pédagogique. Voilà. Le professeur ordinaire Albert Kabasele Yenga Wayenga. Vous êtes expert climat de la RDC, vous êtes originaire de la République démocratique du Congo, mais expert climat auprès des Nations Unies. Professeur Kabasele, je vous vois arborer un polo, un t-shirt, sur lequel est inscrit Holocauste au Congo, non à la balkanisation. Le cœur n'est pas à la fête, parce que la francophonie totalise ce 20 mars 2024, je vais dire l'OIF, 54 ans d'existence, mais en RDC, le cœur n'est pas à la fête parce que le pays traverse une période douloureuse de son histoire. La partie Est, précisément la province du Nord Kivu, fait face à une guerre d'agression, c'est tous les pays pratiquement, du Rwanda via le M23.
Un message d'abord pour nos compatriotes de l'Est. Et Oui. l'environnement en souffre, vous le savez. Oui. En tant que professeur et en tant qu'internationaliste, j'ai pas le cœur à la fête. La francophonie est en deuil. Le pays de l'avenir de la langue française est en deuil. 15 millions de morts depuis le départ du président Mobutu. Ça fait Et plus de 500 000 femmes violées. plus de 500 000 femmes violées, plus de 3 millions d'orphelins de guerre. Et sans compter les victimes silencieuses. Voilà. Et le Congo reste debout, non balkanisé, et grâce à la volonté de sa population qui reste unie et qui refuse de se diviser. Et pourtant, la francophonie est une famille. Et je demande au peuple qui parle français Et l'agresseur est membre de la francophonie. Et le pays l'agresseur agresseur, le Rwanda, et- il faut le citer. et membre de la francophonie, je pense, quand j'ai eu votre invitation, je ne voulais pas porter ma veste parce que je suis en deuil, mais par respect à la télévision nationale, j'ai mis ma veste au-dessus de ce t-shirt pour dire au Rwanda d'arrêter de nous agresser. Parce que Paul Kagame est en train de diviser une seule famille, qui est la francophonie. Voilà, le message est passé. L'avenir Oui. risque d'être douloureux. Et je pense qu'il est temps qu'il arrête. Professeur Albert Kabasele, vous êtes expert des questions environnementales, expert du climat. Quel est le rôle que va jouer la République démocratique du Congo, qui est un des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, face justement aux défis climatiques, aux enjeux environnementaux? L'avenir mondial du climat dépend de la francophonie. Ça veut dire? Je vais vous dire que c'est l'espace francophone qui a les étendues forestières les plus grandes du monde. La France et ses États d'outre-mer, Comme la Guyane. la Guyane par exemple, et cet espace a beaucoup de forêts tropicales. L'Afrique, avec la RDC en tête, et les pays du bassin du Congo. Et dans les autres pays membres de la francophonie, Et notamment voilà. le Gabon, Exact. la République du Congo, le Cameroun. Le Cameroun, la Guinée équatoriale. Et franchement, le cœur du climat est dans la francophonie. Parce que nous avons des forêts. Et le cœur du climat est dans la francophonie avec la transition énergétique. C'est l'espace francophone qui a les minéraux de l'avenir. Les minéraux verts, Ça veut dire que nous appelons des minéraux stratégiques. ou critique, c'est ça aussi? Critiques. On les appelle le lithium, le cobalt, le colombo-tintal, les péroclites, ainsi de suite. Et les cuivres aussi, même Les si cuivres aussi. il n'est pas Même s'il n'est pas listé, classé. voilà, à Ouais, RDC. et dont nous sommes un des plus grands producteurs mondiaux. J'ai dit aux habitants de l'espace francophone qu'ils ont toutes les clés entre leurs mains pour changer l'avenir du climat en français. Pas en anglais. Changer l'avenir du climat en français. Et l'espace francophone a le carburant de demain, qui est l'hydrogène. Avec la France en tête. Hein. La France qui détient la technologie du carbone, de l'hydrogène, et surtout l'hydrogène vert. La RDC, avec ses eaux thermales, dans l'espace Kivu, Équateur. Quand on parle des ainsi eaux de suite. thermales, donc ce sont des eaux naturelles, des eaux douces, Et oui, naturelles. naturelles, mais qui regorgent un grand pourcentage d'hydrogène. Et voilà.
je résume en disant que si l'OIF appuie sur cette pédale, les Commonwealth seront derrière. Et l'OIF a des boutons pour pousser sur ce qu'on appelle la stratégie verte et le monde sans carbone. Pousser de quelle manière? Un, il nous faut, au niveau de l'espace francophone, une politique pour que nous gérions, nous, les minéraux stratégiques de demain. Demain, ce n'est pas le pétrole. Demain, c'est la voiture électrique. Demain, c'est l'hydrogène. Et demain, c'est l'avenir des forêts et des océans. Et tout ça, nous avons. Le Congo, notre pays, a 80% des minéraux stratégiques de la planète. Et avec une concentration très élevée. On peut tout dire. On peut trouver le cobalt ailleurs, le lithium, on peut le trouver aussi ailleurs. Mais au Congo, la densité par caillou ou par tonne de terre est très élevée. La RDC, donc, pays solution pour toute l'humanité. Exactement. Et comment la RDC peut utiliser sa place au sein de l'OIF pour bouger les choses? Nous sentons, est-ce qu'elle peut compter sur l'OIF en étant membre? Nous sentons que le pays anglo-saxon, le Commonwealth, surfe sur la vague pour profiter de ces minéraux stratégiques. Ils sont pragmatiques. Mais paradoxalement, professeur Albert, je ne veux pas que vous puissiez monopoliser la parole parce que le professeur Camille Sesep est là, il doit aussi parler. Mais ce qui est paradoxal, ce sont les pays anglo-saxons. Quand il s'agit de lever les fonds, c'est eux qui sont en première ligne de front. Mais les pays francophones, c'est comme si une sorte de léthargie, ils sont en train de dormir sur leur... Le non-pragmatisme des pays francophones profite aux pays anglo-saxons. Je vous parle du projet des minéraux stratégiques. Je vous parle du projet de l'énergie de demain, l'hydrogène. Et du carbone 14 aussi. Et je vous parle d'un troisième grand projet, le projet du marché carbone. Quand vous regardez parmi les plus grands riches du monde, vous n'avez presque pas de francophones. Vous n'avez que les pays anglo-saxons en tête. Et pourtant, nous pouvons, au niveau de l'OIF, créer la banque ou la bourse du carbone et faire de sorte que la forêt des bassins du Congo et les forêts des Guyanes françaises deviennent des capitaux verts pour la banque de demain. On va y revenir parce que vous voulez qu'on crée la bourse du carbone. Et je garde cette question, je ne vais pas vraiment l'oublier. Professeur Camille Sesep, vous êtes professeur émérite des universités. Pour être professeur émérite, il faut avoir fait plus de 20 ans en tant que professeur ordinaire. Voilà, et vous le méritez parce que vous avez enseigné à l'université de Lubumbashi, vous êtes rentré ici à Kinshasa et vous continuez à enseigner si vous le voulez. Hein, parce que, voilà. Je m'incline. Voilà. Nous nous inclinons. Voilà. Nous nous inclinons aussi, professeur Camille Sesep. La question que je voudrais vous poser, justement, c'est justement cette question de l'enjeu qu'il y a entre le français et les autres langues nationales ou dites vernaculaires. Quel type de cohabitation doit-il exister entre les Français, qui est aujourd'hui la langue officielle de la République démocratique du Congo, aux côtés d'autres langues, notamment les 4 langues nationales? Merci beaucoup. Je crois que je serai... je ne veux pas m'étendre longuement sur la question. Je voudrais être le plus bref possible. D'abord en soulignant que la francophonie, qui dit francophonie dit diversité culturelle.
et qui dit diversité culturelle dit diversité linguistique. Et dans l'espace francophone, la République démocratique du Congo a un rôle moteur à jouer du fait de sa population. Donc si vous analysez la dynamique démographique de ces pays, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en fait, après la France, en termes de locuteurs, c'est la République démocratique du Congo qui est le deuxième pays francophone au monde. Mais potentiellement, au rythme où vont les choses, ce sera le premier. Donc vous voyez la densité démographique, le nombre de naissances, la population qui augmente. Exactement, et le nombre, pas seulement des locuteurs. Ça, mais le nombre de locuteurs, c'est-à-dire des usagers de la langue française ici. Vous vous rendez bien compte, vous le savez, de plus en plus, vous avez un processus de vernacularisation, comme on le dit, de la langue française qui s'observe dans nous. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants congolais ont comme première langue la langue française. Donc, à leur naissance, la première langue qu'ils acquièrent, c'est la langue française. Et ils viennent étudier les autres langues, ils les apprennent donc après. Donc des langues qu'on appelle des langues secondes. Oui, c'est un élément important à souligner. Mais je voudrais revenir au problème de la coexistence, de la cohabitation de ces langues. Et il faut poser le problème en termes de politique linguistique et de droit linguistique. Et là, je suis en face d'un linguiste. Hein? Oui, politique linguistique, il faut que nous sachions que la politique que nous avons aujourd'hui en matière de langue, c'est la politique qui a été définie sous la colonie, par la charte coloniale en 1908. Une politique qui était essentiellement motivée par la sauvegarde des intérêts des Belges. On dit des Belges, c'est-à-dire des communautés flamandes et wallonnes. Et évidemment aussi des intérêts des Congolais dans la perspective de l'exploitation de la colonie, n'est-ce pas? Et il y avait aussi notre objectif qu'on pensait à ce moment-là, c'est apporter la civilisation, vous voyez, à l'Africain, aux Congolais. Ça fait aujourd'hui 64 ans après l'indépendance que nous continuons donc à mettre en œuvre cette politique. Et de plus en plus d'ailleurs, si vous lisez notre constitution de 2006, la constitution en vigueur, vous vous rendez compte que l'État congolais ou les législateurs gardent silence pratiquement. Mais pourquoi, professeur Cessep, oui. Moi je pense que c'est l'occasion pour les parlementaires, les législateurs, d'ériger par exemple les 4 langues nationales en langue officielle au même titre que le français, comme ça s'est fait sous d'autres cieux. En fait, c'est ce qui est réclamé maintenant. Des voix s'élèvent de plus en plus pour un partenariat stratégique, donc pour faire vraiment de l'espace linguistique au Congo, un espace de coopération, un espace de partenariat entre la langue française et les langues congolaises. Mais pour cela, pour que ce partenariat profite et à la langue française et aux langues congolaises, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelques propositions. Premièrement, il faut revoir, il faut réaménager les statuts, n'est-ce pas, de ces langues. Les statuts du français et les statuts des langues congolaises. Si nous, une idée, c'est par exemple d'amener, comme vous le dites là, d'élever nos 4 langues que nous appelons les langues nationales. Là. Je dis que nous appelons les langues nationales, mais en fait, toutes les autres langues aussi sont nationales. En fait, hein? Ça, c'est un autre débat. Oui, ça, c'est un autre débat. Mais enfin, les 4 langues que nous connaissons, officiellement reconnues langues nationales. Oui, on les élève au statut de langues officielles.
Et là, il faudra un grand travail Et parce qu'il y c'est a pas... un grand chantier. Il faut une documentation, il faut des livres, il faut la formation des enseignants. Absolument. Et bon, à ce moment-là, on ne va plus poser l'espace francophone ou la francophonie en RDC ne se posera plus en termes de pour ou contre la langue française. Non. La langue française reste aussi. Il y a des petits pays, enfin, pays de part, qui En termes de dimension. en termes de dimension, n'est-ce pas, Oui, qui ont plus d'une langue officielle. Mais il y a un coût pour cela. Oui, il y a un coût pour cela. D'abord, il faut clarifier les règles. Il faut que les juristes se mettent au travail, qu'on nous dise, en collaboration avec eux, nous ont dit quels sont nos droits, les droits des Congolais dans l'enseignement, dans la justice, n'est-ce pas, dans l'administration publique, n'est-ce pas, dans tous ces domaines-là, et même dans les entreprises. Ça, c'est une bonne réflexion que vous poussez justement. Oui, alors maintenant, un deuxième aspect, donc, si on définit les statuts, il faut maintenant ce qu'on appelle, en des termes techniques, je ne veux pas vous embrouiller avec ça. Allez-y, Oui, professeur. Aménager aussi le corpus de ces langues-là, c'est-à-dire leur structure. Il ne suffit pas de décider que le Tsholuba devienne la langue officielle. Il faut rendre le Tsholuba, n'est-ce pas, capable de véhiculer, d'assumer ce rôle-là de langue officielle dans tous les domaines, comme langue d'enseignement, comme langue de recherche, ainsi de suite. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Et pour assumer, il faut quoi? Pour assumer ces rôles-là de langue officielle dans l'enseignement, comme ça s'est fait en Tanzanie avec les Kiswahili, voilà, qui est introduit aujourd'hui par exemple, dans les universités. Il faut élaborer, rédiger des ouvrages de référence, par exemple des grammaires, n'est-ce pas, des dictionnaires dans ces langues. Il faut mettre sur pied des institutions de référence aussi. Par exemple, des académies, une académie de langues, n'est-ce pas, et de nos littératures dans le domaine de la culture. Il nous faut aussi, par exemple, mettre en place des banques de terminologie. Vous émettez des informations en langue nationale. Oui, nous avons à l'RTNC, nous avons toute une direction, la direction des langues nationales. Cette direction-là a besoin de termes appropriés, n'est-ce pas, pour pouvoir véhiculer les informations. Et pour ça, il faut des membres dans les différentes disciplines. Il faut former des enseignants. Mais donc, il faut des ressources, non seulement humaines, des ressources non seulement matérielles, mais aussi des ressources financières. Et pour réunir tout cela, il faut vraiment une volonté de l'État. Parce que les langues sont essentiellement, en fait, une affaire d'État. Et nous, on laisse ça des enseignants. Non, les langues sont une affaire d'État et les langues constituent des questions de droit. Merci, professeur Camille Sesep. C'est vraiment, vous avez soulevé une réflexion qui doit vraiment attirer l'attention des autorités, du législateur congolais, pour, à la longue, ériger un statut, au même statut que le français, les autres langues dites nationales, les 4 langues nationales, parce que vous avez dit que les autres langues sont aussi des langues nationales. Oui, sont des langues nationales. Seules 4 ont été retenues pour l'instant comme langue nationale. C'est ça. Oui, si vous permettez, j'ajouterai seulement un petit mot. Allez-y. Pour cela, pour réglementer les domaines-là, il faut des instruments juridiques. On doit élaborer. Notamment, il faut une loi, n'est-ce pas, qui porte statut des différentes langues dans les différents domaines. Vous voyez? Il faut aussi des textes, notamment sur l'uniformisation, la standardisation de l'orthographe. Vous savez, nous avons des problèmes jusqu'ici. Ah bon? Le professeur Eden, n'est-ce pas, si je lui ai dit comment écrivez-vous Chibango? TSH. TSHI. TSHI. Comment on écrit Tshisekedi, n'est-ce pas? Oui. Il va me dire c'est TSHI. Mais là, il y a 3 symboles. TSHI. Donc le tchè là, il y a 3 symboles.
pour un seul son. Et on dit non. Hein? Et il nous faut un seul son, un seul symbole pour traduire ce son-là. Oui. Alors, on propose, par exemple, les linguistes, par exemple, ont proposé que ça soit C. 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 Mais C, là, ça ne s'appelle pas C, ça s'appelle Tche. Vous voyez? Donc, il faut résoudre ce genre de problème. Mais pour un francophone, il ne voudra pas Tchi, il va dire non, si, mais chaque langue... c'est Bibi. Non, C'est le même Bibi. problème se pose en français, par exemple. Quand vous prenez photo, fille, hein, n'est-ce pas? Siffler, ça ne s'écrit pas de la même manière. Donc nous devons résoudre Donc les des sons questions. F, là, Oui, F, s'écrit différemment. ça s'écrit différemment. Oui. Bon, notre problème pour le moment, c'est qu'il nous faut, mais pour l'enseignement, parce qu'on a dit qu'on doit enseigner les langues du milieu, c'est la loi cadre qui le dit, et les langues nationales. Mais on a des problèmes pour l'orthographe de ces langues. Donc il y a un grand travail, un grand chantier, justement, s'il faut légiférer, et s'il faut élever toutes ces langues au statut de langue officielle au même titre que le français. Professeur Albert Kabasele, vous êtes professeur ordinaire avant d'être expert du climat auprès des Nations Unies. Vous êtes d'abord expert du climat du Congo. Exact. C'est justement, vous avez été recruté parce que on vous a découvert comme étant expert du climat. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous êtes déjà arrivé à proposer, parce que vous avez parlé du marché, de la bourse carbone, n'est-ce pas? De la bourse carbone au niveau de l'espace francophone. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de proposer quelque chose dans ce sens pour attirer l'attention des pays membres de l'OIF? Et oui, dernièrement, au niveau de Sharm el-Sheikh, à la COP 27, j'ai parlé au niveau de la francophonie. J'ai été invité par la francophonie. J'ai exposé sur la banque carbone de la RDC, donc nos stocks en carbone. Et j'ai déroulé cette cartographie, mais j'ai donné 3 critères pour qu'on puisse développer l'espace francophone. Et l'espace francophone, c'est un espace qui n'a pas beaucoup de technologie. L'industrie est absente. Au niveau de l'Afrique? Au niveau de l'espace francophone. De manière générale? De manière générale. Quand vous regardez les pays anglo-saxons, sont des pays qui ont beaucoup de PME, des laboratoires, des start-up, de l'industrie des transformations. L'industrie lourde au Ghana, vous l'avez. En Afrique du Sud, vous l'avez. Ainsi de suite. Je prends les pays anglo-saxons africains, les pays pauvres. Mais ils ont cassé la limite de verre et ils ont imposé la technologie. Donc, il nous faut quitter la technologie du ramassage. Comme on ramasse les chenilles à l'état naturel et on les mange. On ramasse les champignons. On doit quitter l'économie de la cueillette. On doit aller vers l'économie de transformation. Qu'est-ce que nous allons faire de nos minerais stratégiques? Si riches que nous sommes dans l'espace francophone, nous allons ramasser... Nous sommes potentiellement riches. Potentiellement riches, incapables de transformer notre lithium et notre cobalt, et il va aller vers l'espace anglo-saxon qui produit des biens dérivés, des produits finis, et le monde francophone restera à la queue. Et c'est là que justement ne produira le pas de pays richesse. est roulé, parce que quand Exactement. vous exportez les bruts, Voilà, 200 l'économie de la cueillette. 200 tonnes de brut, on vous dirait que nous n'avons extrait que 10 Voilà. tonnes. Le reste, c'est Nous demandons que l'OIF soit une organisation qui crée l'émulation, qui impose le pragmatisme technologique pour qu'il y ait des banques qui soutiennent des pays francophones dans la technologie verte, comme on l'appelle. La technologie verte, la technologie des satellites, la technologie des télécommunications, des semi-conducteurs, ainsi de suite. Et là, on va créer des richesses. Et les pays francophones vont sortir la tête des dessous de l'eau.
M. Mabiala, nous avons un problème rapidement oui. de pouvoir et capitaliser notre forêt. Qu'est-ce que nous faisons dans notre forêt? Notre forêt, avec des canicules que nous vivons maintenant, 40 degrés, 50 degrés dans la forêt équatoriale. C'est une forêt pratiquement vierge. Hein? C'est une forêt qui va disparaître. Oh. Parce que plus de températures vont être suffocantes, les arbres ne supporteront pas. Et cette forêt elle va disparaître alors qu'on n'en a même pas profité. Merci beaucoup. Je sais qu'on vous aura dans nos prochaines émissions spécifiques, émissions élaborées. Professeur Albert Kabasele, merci. Nous sommes en train de terminer cette émission. Est-ce que vous partagez cet avis qu'il faut créer une bourse carbone, il faut créer des banques, n'est-ce pas, pour favoriser justement cette émergence au niveau de l'environnement? Et ce sera votre dernier mot. Et l'espace francophonie est le mieux indiqué. Oui, ce sont des exemples très intéressants que le professeur a donnés, mais je pense que l'idée générale, l'idée fondamentale qu'il faut retenir, c'est que nous devons tout faire, nous les États membres de la francophonie, pour que cet espace se transforme en espace économique où se déroulent des échanges économiques et commerciaux qui vont justement aider à produire la richesse. Parce que je ne cesse de le répéter, c'est un marché potentiel énorme. Quand nous allons commencer à transformer nos matières premières, il faut trouver des débouchés. Les débouchés, où allons-nous vendre ces produits finis que nous allons produire? Mais pour nous, le marché naturel, le plus naturel, c'est l'espace francophone. Et donc, si vous voulez, la valeur ajoutée que nous pouvons apporter à la francophonie, justement, c'est continuer à pousser pour qu'il y ait ce virage qui a été amorcé déjà, ces virages vers beaucoup plus d'échanges économiques et commerciaux au sein de l'espace francophone. J'aimerais également revenir aux propos du professeur Cessep sur les aspects culturels et linguistiques. Nous, à la délégation générale à la francophonie, considérant la richesse que nous avons sur le plan culturel, sur le plan linguistique, nous sommes en train de travailler sur l'idée de disons, faire émerger l'idée d'un festival international sur les cultures et langues africaines. Ça permettrait de valoriser d'abord nos propres cultures, mais aussi et ça se tiendra à Kinshasa? C'est encore au niveau de réflexion. Ça peut ne pas se tenir à Kinshasa. Rien n'empêcherait, par exemple, que puisque l'idée c'est d'avoir une édition nationale et une édition internationale, rien n'empêcherait, pour par valoriser exemple, les langues exactement, les langues et cultures, oui. Et rien n'empêcherait, par exemple, qu'une édition nationale se tienne à Mbujimaï et 2 ans après, ça se tient à Kananga. C'est vraiment Matadi, une très bonne idée. Donc voilà, nous sommes en train de travailler là-dessus avec l'intention justement de promouvoir nos cultures et nos langues à côté du français. Voilà, c'est par cette intervention que je considère comme une conclusion à cette émission. Merci donc au professeur Camille Cessep. Vous êtes professeur émérite des universités. Merci pour votre contribution à cet échange. Merci également au professeur ordinaire Albert Kabasele Yengawayenga. Il est expert climat auprès des Nations Unies. Merci pour votre apport, surtout la création de la bourse carbone ou des banques carbone. C'est une très bonne chose pour que les fonds puissent rester au sein de pays membres de l'OIF. Merci également à M. Mabiala Maoumba, qui est délégué général à la francophonie. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Donc, cette émission est organisée dans le cadre de 54 ans d'existence de l'OIF. Merci d'être venu et bonsoir chez vous.